Quand tu as à peu près 25 litres d'eau très très chaude qui a bouilli pendant 2 heures, qui te tombe dessus, ne te fait pas de cadeau, tu vois. Quand on regarde ce que tu as vécu, on peut dire que c'était ton destin de créer Banlieue Santé. On m'avait pas forcément soutenu dans la quête de ma place dans cette société. Et quand je suis rentré à l'école d'infirmier, je me suis dit, mais est-ce que ça s'est fait pour moi, tu vois. Je suis content de t'avoir ici. Bienvenue dans le podcast Le Plafond de Verre. Est-ce que je t'ai expliqué un peu le concept? Merci. Non, 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 Pas du du tout. tout. Je t'ai juste dit viens dans mon podcast. J'ai vu des extraits, mais je sais pas si c'est ça, pas ça, à travers Nadir Ouais. Tayash, pardon. Taillage, ouais. Le plafond de verre. Donc, tu savais même pas où tu mettais les pieds en fait. C'est-à-dire tout, que du tu tout. viens. Franchement, je suis venu parce que c'est toi. Ouais. Je connais une partie de ton histoire et je vois ce que tu fais. Et je suis venu parce que voilà, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Et Ça me fait plaisir, voilà, frère. c'était l'objet de ma venue. Et puis de voir un couple si fusionnel avec ton épouse, ça me touche beaucoup. Donc, Ça me fait plaisir. Donc, l'envie. je suis venu aussi pour ça, tu vois, parce que j'ai en face de moi des personnes qui veulent essayer de faire avancer des choses et le font avec brio. Et ça me plaît. Donc, bravo. Merci. Et c'est une des choses qui te caractérise le plus, c'est que tu poses jamais de questions. Juste on t'appelle, tu viens, tu donnes l'info, tu donnes le contact, tu donnes de la force juste. Et probablement c'est ce que je dis à chaque fois que je parle de toi. Tu vois, quand on me dit ouais, tu connais Abdelali, je dis ouais, franchement Abdelali, machallah, c'est le frère, il jamais de questions. Genre, et on peut ne pas s'appeler pendant 6 mois. Et si je t'appelle, tu vas me répondre direct. Vraiment, je trouve ça impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de gens encore comme toi qui existent. D'autant plus dans notre communauté, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, bienvenue dans le plafond de verre. Donc, je te dis où est-ce que tu es. Le plafond de verre, c'est un podcast que j'ai monté en fait pour montrer aux jeunes générations que des personnes comme toi et moi, personnes qu'on peut qualifier comme issues de la diversité, qui soient de notre communauté, j'entends communauté musulmane ou non, femmes, porteuses de handicap, et, racisées, peu importe, qui ont une différence qui pourrait les empêcher d'avancer dans la vie. Comment ils ont fait, ces personnes-là, comment ont fait ces personnes-là pour briser leur plafond de verre. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour pouvoir parler de ces parcours-là et donner on va dire confiance et espoir aux personnes qui pensent que les plafonds de verre, c'est des fatalités et qu'on ne peut pas les briser. Donc le plafond de verre, c'est ça. Et aujourd'hui, je vais te poser des questions. Tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de ton parcours, comme tu l'as déjà fait, mais les questions vont être un peu différentes, je pense, que celles qu'on t'a déjà posées dans d'autres podcasts. Donc, Plaisir. je te propose qu'on commence directement dans le vif du sujet. Mm. Abdelali, qui es-tu? Je crois qu'à 42 ans, je suis complexe, comme beaucoup d'autres. Complexe parce que je pense que c'est une de mes grandes difficultés, c'est de savoir qui je suis. Et c'est jamais évident de savoir qui tu es. Même si on me dit souvent qu'il faut savoir qui tu es, etc. Je sais d'où je viens par ma racine, de mes parents, de mes origines et autres. Mais à titre personnel, moi, comment je me suis construit, ce que je suis, constamment, j'essaie de me rechercher pour trouver une forme de lumière qui m'amène à quelque chose de beaucoup plus en phase avec moi-même et avec mes mots. Donc, qui je suis juste le fils d'un couple de bergers analphabètes qui viennent du sud du Maroc, de Zagoura, et qui m'ont donné beaucoup d'amour. Donc, c'est la base, c'est les fondations de ce que je suis aujourd'hui. Tu es aussi un banlieusard, si je puis dire. En tout cas, tu viens de banlieue, tu as grandi en banlieue. Et, est-ce que tu considères que ça fait partie aujourd'hui de ton identité? Ouais, alors bien sûr, banlieue, une des définitions, tu le sais, D'être au banc des lieux? c'est exactement lieu banni, la mise au banc, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et donc, je me sens naturellement dans la définition de banlieue parce que j'ai grandi dans un quartier populaire, au milieu d'une zone rurale. Je suis né dans une zone rurale, puisque je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais, mais j'ai grandi dans le 77. Et c'est assez marrant parce que les codes d'habitude sociale et même de consommation sont très proches des agriculteurs et donc de la campagne. Parce que déjà, je viens de là. En tant que fils d'ouvrier, mes parents étaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire eux-mêmes bergers, agriculteurs. Nous, le week-end, typiquement, on allait jeter des œufs et du lait dans la ferme à 15 minutes de la maison. Donc, je me sens dans une dimension de banlieue au sens vraiment de la définition qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit peu
Souvent, on parle des tours, des quartiers, des difficultés, mais la notion de lieu banni, elle est très, très ancienne et elle a toute une histoire. Donc, ouais, je me sens dedans, Ok. complètement. Ok. Est-ce que tu considères que ça a pu constituer comme un plafond de verre pour toi, d'avoir fait partie de ces lieux bannis? Tout à l'heure, tu posais la question d'ailleurs qui je suis. Je me sens assez complexe dans le sens où euh, je me suis jamais senti en difficulté malgré les difficultés. J'ai jamais considéré qu'une difficulté pouvait être un point d'arrêt à quoi que ce soit. Au contraire, elle était plutôt positive et moteur et motrice dans mon conscient, parce que je suis un peu l'état d'esprit du challenge, du sportif de haut niveau, je l'ai été, donc ça m'a beaucoup constitué. Et puis j'ai eu une culture éducative où on ne doit pas regarder les difficultés, on doit trouver les solutions, tu vois. Donc, euh, un exemple qui me vient à l'esprit, parce que plus jeune on le faisait, c'est-à-dire que quand on arrive à l'été, mon père faisait la préparation des valises pour les bagages, pour le mettre sur le toit du véhicule et du camion, du J5 pour ceux qui savent. Euh, et, euh, et en fait, déjà, ne serait-ce que de préparer le départ, tu n'avais pas intérêt de dire à tes parents ou à ton père, je ne sais pas où est telle valise ou la corde ou que sais-je. Il fallait trouver la solution et venir avec la solution. Donc, dans l'esprit, tout ce que j'ai rencontré dans ma vie, même ceux qui m'ont barré la route, ont été une source d'inspiration pour avancer et au contraire être moteur dans ce que je suis. Ok, donc là, toi, tu commences directement. Pour toi, les plafonds de verre, ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existe pas, je pense que pour beaucoup, ça existe. Malheureusement, certains, en fait, regardent le plafond de verre. Moi, j'ai décidé de ne pas en avoir pour justement avoir l'esprit libre et ne pas m'attacher à quelque chose finalement qui n'existe pas Hmm. dans le conscient, mais euh, qui peut exister pour beaucoup de gens, pour plein de raisons. Encore hier, on m'a sollicité pour un garçon brillant qui cherche un stage et qui ne trouve pas et qui voilà, vit des difficultés. Donc, après, nous, c'est comment on arrive à insuffler quelque chose d'extrêmement positif pour que, en fait, on puisse se dire qu'il n'existe pas et on fonce quoi qu'il arrive. Et c'est quoi pour toi, du coup, la définition d'un plafond de verre? En dehors de toi, ta vision de ce que ça peut représenter ou ne pas représenter, c'est quoi une définition concrète? Franchement, si je devais dessiner un plafond de verre, c'est justement de créer un plafond, d'accord? De construire un plafond et puis après de créer un étage. Et ce plafond, c'est pas, ça s'arrête pas en fait. C'est comment je crée d'autres étages pour justement accueillir plus de gens, Hmm. faire plus, plutôt que de dire ça m'enferme dans un carré, dans un cube. Eh ben, j'ai décidé d'en utiliser, d'en faire une utilité. Et d'ailleurs, moi, on a grandi au Maroc aussi, et on a ce qu'on appelle le stah, le toit du bâtiment, Qui est jamais terminé qui la est plupart jamais du temps. terminé, qui est toujours ouvert d'ailleurs, vers l'extérieur, vers la lumière. Et ben, ça m'a toujours inspiré de me dire, bah, en fait, voilà, j'ai accès au ciel, en fait, je peux regarder, je peux voir, etc. Donc, je suis assez particulier, non pas parce que je me sens particulier ou que je suis pas comme les autres, c'est que j'ai eu une éducation où tout ça, ça m'a pas, on m'a pas mis dans la tête tout ça en fait. Je reviendrai sur ce sujet-là après parce que je trouve ça intéressant. Mais j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet que tu abordes dans quasiment toutes tes interviews. C'est cet accident que tu as vécu étant plus Mhm, jeune. mhm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, c'est un accident assez particulier. J'en parle avec beaucoup de pudeur parce que je l'ai vécu avec ma mère. Ma mère, aujourd'hui encore, à 42 ans, c'est-à-dire quasiment 35 ans après l'accident, elle s'en veut encore. Quand tu lui reparles de ce moment où j'ai vécu l'accident dans les détails, bon, ben, elle le vit très mal. Et moi, je sais que parfois, quand mon père en reparle devant ma mère, pendant 3 jours, elle ne va pas manger. Hmm. Tu vois, parce que elle se sent coupable de quelque chose dont elle n'est pas coupable. Euh, c'est un accident domestique. Effectivement, l'adulte le plus proche à ce moment-là, c'était ma mère. Et je pense qu'on ne peut que se mettre à sa place de comprendre sa douleur, tu vois. Euh, je crois que j'ai jamais fait vraiment d'interview sur la profondeur de, C'est le moment. de cet accident. C'est le moment parce que
c'est le pays d'origine de mes parents, donc je suis très attaché à ce lieu, très attaché à son peuple et ce qu'il a pu m'apporter aussi, et ce qu'il a apporté à mes parents. Mais l'accident a été à un moment particulier où, quand tu as à peu près 25 litres d'eau très très chaude qui a bouilli pendant 2 heures, qui te tombe dessus, elle ne Mm. te fait pas de cadeau, tu vois, en termes de douleur, mais surtout aussi la douleur de ta mère qui ne sait pas quoi faire, ne sait pas par où passer, comment faire. Et donc, ouais, ça a été un moment extrêmement douloureux. Euh, je me rappelle de chaque détail, l'accident, l'eau qui me tombe dessus, euh, ma mère qui essaye avec ma sœur, avec grand mal, de se dire qu'est-ce que je fais. Et en fait, ils enlèvent les vêtements et en enlevant les vêtements, ils enlèvent la peau, tu vois. Mm. Et ça a été pour moi d'une douleur où je n'ai pas pleuré, j'ai pas crié. C'était, je pense, le choc tellement que je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Et j'ai pleuré au moment où les pompiers sont arrivés, où ma mère aussi était en détresse, elle s'en est voulu. Et je crois que aujourd'hui, à 42 ans, j'ai compris pourquoi j'ai vécu cet accident. C'était aussi une bénédiction pour être peut-être plus aimant à travers mes parents, non pas parce que c'est une punition, mais une bénédiction de se dire, ben, cet accident a été un marqueur pour ma vie sur la peau, gravé sur ma peau. J'ai eu par ailleurs des greffes, j'ai été hospitalisé, j'ai été dans des chambres stériles, des pansements. Et je me rappelle de la chambre stérile, je me rappelle des vitres, je me rappelle des moments, de l'odeur, des couleurs de l'hôpital, du bloc opératoire, le moindre bruit dans le couloir, mais aussi surtout la douleur de ma mère. Ça a été extrêmement difficile. Et voilà, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais tu l'auras compris, c'est la douleur d'une mère, Ouais. c'est quelque chose qui nous dépasse. Donc, Mm. et puis il y a une certaine pudeur avec elle, une certaine distance où j'essaye de garder euh, cette chose avec elle, qui est de lui faire comprendre et lui faire sentir que c'est pas de sa faute et que c'est arrivé à ce moment-là et qu'aujourd'hui j'ai mieux compris pourquoi ça m'est arrivé à moi, et pourquoi j'ai vécu ça et la manière dont j'ai vécu ça. Donc j'ai eu une famille qui m'a aimé, des parents, des frères et sœurs qui m'ont soutenu dans cette période. Et je pense que ça a été extrêmement difficile pour ma mère, extrêmement difficile pour mon père aussi. Mais je pense euh, rempli de résilience, d'amour, et puis de courage de leur part, quoi. Tu dis que tu penses, en tout cas, que tu as compris aujourd'hui pourquoi ça t'est arrivé à toi. Qu'est-ce que tu as compris exactement? Je pense que j'ai compris parce que je suis un enfant avec une forme de singularité. J'ai pas grandi comme les autres frères et sœurs, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été très turbulent à l'école, certainement beaucoup incompris par l'école. Et en même temps, je pense que ce qui m'a stabilisé, c'est l'amour de mes parents et le fait d'avoir vécu cet accident qui nous a finalement unis par le fait de cette douleur. Donc ça m'a énormément amené à relativiser, à comprendre le sens de l'importance de ses parents, l'importance d'une mère, l'importance d'un père. Euh, et donc ça m'a, je pense, aujourd'hui en termes de bénédiction, je crois que c'est Olivier Barou qui disait, donc le réalisateur qui est le co-réalisateur avec Cadmerade souvent des films que j'avais rencontré sur un plateau à Canal+, et qui disait que en fait, est-ce que c'était une bénédiction? Et j'ai dit oui parce que j'aime mes parents, tu vois. Je suis très aimant, j'aime mes parents, j'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime leur dire, j'aime leur montrer physiquement, par les mots, par les attentions. Euh, et, euh, et quand j'ai un doute ou quand j'ai un semblant de j'ai peut-être pas aujourd'hui aimé assez mes parents, ça me perturbe beaucoup, tu vois, Mm. parce que je suis attaché à eux, tu vois. C'est marrant parce qu'on dirait que le fait d'être ici, effectivement, ça te renvoie beaucoup à tes parents. On Ouais, sent que le fait d'être
dans ton pays d'origine, sur la terre de tes ancêtres, si je puis dire, ça fait quelque chose au niveau émotionnel. Ouais, parce que mes ancêtres sont enterrés ici, mon oncle, mon grand-père, mes oncles, tantes, les cousins. Donc, je n'ai personne de mon sang qui est enterré en France. Tous, ils sont enterrés au village, Aït Abdullah, qui est pas loin de Agdez. Et donc, je suis très attaché à ces valeurs, à ce que ça constitue aussi de par aussi la tribu que nous sommes, les Badawi, les Bédouins, El Badawi, qui veut dire le Bédouin, et tout ce que ça peut comporter en termes de valeurs humaines. Et je pense que j'ai un très grand challenge, c'est d'arriver à leur niveau d'humilité, d'engagement, de sincérité, de loyauté. Donc, c'est pas évident. C'est une bagarre continuelle avec soi-même, avec son âme, avec qui nous sommes, avec la société qui nous entoure, etc. Cet accident que tu as vécu, il a influencé ton désir de t'engager comme tu le fais aujourd'hui? Et si oui, de quelle manière ça l'a influencé? Ouais, je crois que cet accident, il a été, je ne sais pas si je peux dire salvateur, mais il m'a constitué dans la manière de faire les choses et de les faire avec beaucoup d'intuition et de ressentir les choses à travers les individus et ne pas les juger et être le plus rationnel, même si c'est pas évident pour une personne comme moi de l'être, parce que je suis un rêveur, j'aime rêver, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'intuition, donc qui sont pas rationnelles. Mais ouais, l'accident, il a été aussi quelque chose qui m'a apporté à y voir plus clair et à essayer de faire dans le sens de ce que je suis, c'est-à-dire l'entraide, l'empathie, tout ce que j'ai vécu dans l'accompagnement de mon accident, dans l'hospitalité de l'équipe médicale du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans tout ce qui a pu me régir et me faire grandir. J'ai bien compris que ce qu'un plafond de verre, au sens, en tout cas où je l'entends moi, c'est pas forcément le sens que toi tu partages, mais est-ce que tu te souviens, dans ton parcours, qu'est-ce qui ressemble le plus à un plafond de verre et quand est-ce que tu l'as, pour la première fois, surtout rencontré? À un moment où, tu vois, moi, le plafond de verre, regarde, la définition que j'en ai, c'est un plafond transparent, tu vois à travers, toi, tu n'arrives pas à le dépasser, mais tu vois ceux qui sont de l'autre côté et qui, eux, ont réussi. Et ça crée cette espèce de frustration de te dire, mais attends, je comprends pas comment, pourquoi je n'y arrive pas. Je les vois, ils sont comme moi, ils sont au-dessus et j'arrive pas à rejoindre cet étage supérieur. Est-ce que toi, quand est-ce que toi, tu as rencontré cette espèce de premier plafond de verre où tu as pu te sentir frustré, bloqué, peu importe? Je pense en première année d'école d'infirmier, parce que je venais d'un parcours particulier où j'avais été homme de ménage pendant 7 ans, auxiliaire de vie à l'hôpital, homme de ménage à l'hôpital, j'ai travaillé à la morgue, brancardier, à la stérilisation, j'ai fait tous les petits boulots de l'hôpital et quand je suis rentré à l'école d'infirmier en première année, je crois que j'avais 24, 25 ans, je crois, de mémoire, parce que j'ai commencé à 16, 17 ans dans le ménage. Et que je rentre dans l'école et en fait, j'avais que la plupart étaient tous diplômés de bac S, etc. Donc, et je me suis senti petit face à eux. Donc, j'ai eu un espèce de complexe qui m'a freiné, qui m'a dit « Ah ouais, j'y arriverai pas, il y a trop de pression. » Et puis, en plus, on m'a toujours dit plus jeune que j'étais pas fait pour l'école et que j'étais un bon à rien. Et que j'avais redoublé 2 fois, que je me suis retrouvé dans la même classe que mon petit frère en 5e, puis en 4e aide et soutien, en 3e insertion. Enfin, donc on ne m'avait pas forcément soutenu dans la quête de ma place dans cette société. Et quand je suis rentré à l'école d'infirmier, je me suis dit, mais est-ce que ça s'est fait pour moi, tu vois? Et est-ce que je vais y arriver? Et donc là, j'ai eu un espèce de blackout où je me suis dit, là, ça va être très dur pour moi, quoi. Et je risque de décevoir beaucoup de gens, mais aussi de réjouir beaucoup de gens qui ne voulaient pas que je sois ici. Donc on peut dire que ton premier plafond de verre, il était avant tout mental. C'est-à-dire que c'est une perception de ton environnement à ce moment T qui a fait naître en toi des croyances et des doutes qui auraient pu te bloquer, si j'ai bien compris.
Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a permis de surmonter ces doutes? Alors, ce qui m'a permis, c'est assez cocasse, c'est que dans l'école d'infirmier, en fait, tu fais des stages pratiques et tu fais de la théorie, c'est scolaire, donc tu as des cours et puis tu as de la pratique. Et donc, les premiers mois, c'est beaucoup de théorie. Et après, quelques mois après, tu as des stages de 1 mois, 4 semaines, 5 semaines, qui sont de la pratique de ta théorie. Mais la réalité, c'est que beaucoup ont fait de la pratique, mais en théorie, ils n'y arrivent pas. Beaucoup, Beaucoup fait de la font de la théorie. théorie et en pratique, ils n'y arrivent pas. Et moi, je me suis senti comme un oiseau qui vient de s'envoler, comme si j'avais déjà appris à voler depuis avant ma naissance. De par tes anciens boulots, en fait. De mes anciens effectivement emplois que j'avais, c'est-à-dire homme de ménage à l'hôpital, auxiliaire de vie. Donc j'avais vu en pratique ce que faisaient les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les infirmières, etc. Donc pour moi, en fait, tout se dessinait naturellement. Et je faisais des stages, j'avais des cartons pleins, tu vois, des 19 sur 20, des 20 sur 20, des 18 et demi. Ça m'était jamais arrivé dans mon parcours scolaire. Et là, je me suis dit, bah, il y a un truc, tu vois, que j'ai entre les mains. J'ai un potentiel, en plus toujours encouragé par l'équipe, par le staff médical. À la fin de mon stage, tu as toujours une appréciation, tu as toujours une évaluation. Et je faisais toujours carton plein. Et ça m'a libéré de cette pression scolaire théorique que je n'ai jamais vraiment acceptée, en fait. Donc, t'as suivi ton parcours en école d'infirmier. Tu es devenu, du coup, officiellement infirmier. En 2010. En 2010. Libéral, du coup ou, Infirmier tout court, d'abord. Tout court, ok. Et après, effectivement, j'ai travaillé dans les différents services, en cardiologie, en unité de soins intensifs, en chirurgie, en psychiatrie, en maison de retraite, en pédiatrie, en chirurgie cardiaque pédiatrique, enfin plein de services. Et après, j'ai fait effectivement du libéral quelques années après, à domicile. Et c'est vrai que ça m'a été d'une grande compréhension de ce qui se passe autour de soi, dans les réalités de vie des gens, quoi, parce que tu rentres chez les gens, tu rentres dans l'intimité, tu rentres dans leurs difficultés, donc tu sais vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que la différence entre un patient chez soi et un patient à l'hôpital, ça n'a absolument rien à voir. À l'hôpital, il a une tenue comme tout le monde, il ressemble à tous les patients, il peut te raconter ce qu'il veut. Par contre, quand tu rentres chez lui, tu vois tout. Tu vois ses factures, tu vois ses dettes, tu vois l'état de la maison, tu vois son entourage, qui vient pas, ses habitudes alimentaires, ses habitudes sociales. Tu vois tout, en fait, quand tu rentres chez eux. Et ça a été vraiment une grande compréhension de beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? Déjà, ça m'a apporté qu'il ne faut pas voir la santé ou le soin au sens juste de prodiguer un soin, de donner un médicament, un traitement. C'est que la santé, elle était globale, c'est-à-dire la santé mentale, physique. Le fait que tu manges bien, c'est ta santé. Le fait que ton logement est dans de bonnes conditions, propre, bien rangé, c'est la santé. Se laver, c'est de la santé. Chose que je n'avais pas forcément intégrée dans mon esprit, c'est-à-dire cette santé très holistique, vue avec 360, et d'avoir une compréhension qui amène à ce que la santé, on la voit avec un ensemble de déterminants sociaux de santé. Donc voilà, ça a été incroyable. Est-ce que cette compréhension, elle a joué dans ta volonté de lancer Banlieue Santé en 2018? Ouais, alors elle a constitué quelque chose. Au début, quand j'ai créé Banlieue Santé, j'avais pas vraiment de grandes idées. J'avais une vision, mais pas forcément comment la mettre en application. Donc ça a été difficile de passer de la pratique à la théorie, revenir en arrière, parce qu'au début, un projet, tu le théorises beaucoup et après, tu le remets en pratique. Mais ça a beaucoup déterminé la manière dont, effectivement, je vois la santé. La manière dont je voulais que l'organisation, en tout cas une des organisations que j'ai créées, voit les choses de cette manière-là. Et puis aussi, je voulais pas m'embarquer dans un truc qui va devenir un espèce de yaourt nature. Tu vois, pas trop de goût, mais c'est un yaourt quand même. Alors que voilà, moi je voulais quelque chose avec un peu de fraise, un peu de miel, quelque chose qui relève et qui nous permette de manger ce yaourt dans de bonnes conditions. Donc après, c'est l'entourage qui t'amène à ça. Donc, entourage familial et puis aussi l'entourage surtout professionnel. Donc, il y a des gens qui ont rejoint le projet dès le départ, qui m'ont soutenu, des infirmiers,
médecins, mais aussi des gens qui ne sont pas du tout de la santé, des gens qui croient en moi et qui après ont mis en place avec moi toute une stratégie. Ils ont pu mettre en place, en pratique théorique, des choses pour qu'elles puissent se mettre en place de manière pratique. C'est quoi la genèse de Banlieue Santé? D'où ça vient? 2018, en juin, le constat, tu le sais, il y a 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup. Donc les ouvriers vivent 10 ans de moins. Il faut savoir que la sécurité sociale a été créée en 48, ce qui permet en fait un droit à la santé en 48. Et les premiers à cotiser leurs droits sociaux sont les ouvriers. Les ouvriers qui ont beaucoup cotisé, qui ont le moins utilisé leurs droits sociaux, pour plein de raisons, parce que les ouvriers ne veulent pas gêner, les ouvriers ne veulent pas déranger, etc., etc. Donc, en fait, ce qui constitue en grande partie le droit commun en France, il est passé parce que il a existé aussi parce qu'il a été soutenu par les ouvriers, donc les classes sociales les plus pauvres, les moins aisées. Donc, il faut aussi rendre les vérités de l'histoire à ceux qui ont constitué et nous permettent d'avoir un système social, ou en tout cas qui puisse au moins donner un accès à la santé pour tous. Bien sûr, pas forcément équitable pour tout le monde, parce que quand tu vis 10 ans de moins en tant qu'ouvrier qu'un cadre sup, c'est aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire dans quel cadre tu vis, dans quel travail tu travailles, quel environnement social, mental, physique et autres qui t'amènent à aller bien ou pas. Donc, ce constat-là, et puis aussi le constat de vie personnel, mon accident, mon père qui a été touché d'amiante et de silicose, il a travaillé dans les mines de charbon, mon oncle, mon grand-père. Et donc, tout ça, ça m'a forgé, parce que très jeune, à 10, 12, 13, 14 ans, tu accompagnes ton père à des rendez-vous, ton grand-père, ton oncle, faire aller voir chez des spécialistes, des pneumologues, des experts, des radios par-ci, des scanners par-là, des IRM par-ci et par-là, des traitements qui changent constamment, puis de la maladie qui arrive, le diabète, l'hypertension, le cancer pour d'autres. Donc ça a été quelque chose qui m'a aussi constitué dans mon quotidien. Et puis après, ce que j'ai vu dans le ménage aussi, à l'hôpital, ce que j'ai vu dans les services, en réanimation, en bloc opératoire, ce que j'ai vu dans les différents services que j'ai pu croiser, mais aussi les patients que j'ai rencontrés au domicile chez eux. On ne se rend pas compte que parfois les gens vivent dans une misère sociale. Et c'est cette misère qui les tue plutôt que le reste, tu vois. Alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Banlieue Santé, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas encore, malheureusement, et tu vas pouvoir nous expliquer concrètement quelle est l'action principale de Banlieue Santé. Et après, on parlera des autres. Bien sûr, bien sûr. Banlieue Santé, c'est une asso qui lutte contre les inégalités sociales de santé, avec deux actions assez simples, des actions sucre rapide et des actions sucre lent. Pourquoi des actions sucre rapide et sucre lent? Parce qu'en fait, le sucre rapide, elles peuvent permettre en fait de constituer quelque chose d'assez particulier chez les gens. C'est je peux prendre soin de moi parce que j'ai compris ce que c'est que la santé. Et donc ça, c'est assez constituel de projets qu'on a mis en place. On a un projet qui s'appelle Plus belle la vue. C'est une consultation ophtalmo dans la même journée, un appareillage en lunettes. Et tu crées quelque chose d'assez particulier, c'est que les gens, tout de suite, ont des lunettes. Et donc, je vois mieux. Et on a eu des cas, et beaucoup de cas de gens qui ne pouvaient plus lire leur courrier, ne pouvaient plus, et refusaient d'ouvrir leur courrier parce qu'ils n'avaient plus cette capacité visuelle de regarder correctement. Et donc, après, les gens s'isolent, en fait. Et une des premières renonciations aux soins, c'est les lunettes, consultation ophtalmo. Donc, pour moi, c'était important aussi d'identifier un besoin très fort, mais un besoin assez direct qui permette finalement d'avoir l'action rapide, de sucre rapide, et après constituer quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus long dans le temps. Et après, renforcer cette santé et puis faire en sorte que les gens puissent prendre soin d'eux, quoi, tu vois. Et donc après, sucre lent, on a monté des programmes comme ambassadrice santé, donc on forme les femmes aujourd'hui à devenir ambassadrices santé. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont en première ligne des inégalités sociales. Elles portent pour beaucoup le poids de la vie. Elles portent la vie pour beaucoup quand elles peuvent aussi avoir des enfants. Et elles sont la résolution aux inégalités sociales. Donc c'était important pour moi et mes équipes surtout, parce que c'est pas moi personnellement, à titre personnel, tout ça. C'est que
On a été entouré d'une équipe incroyable et de gens qui nous ont soutenus dès le départ. Sans les citer tous, mais si je commence à citer tout le monde, On n'a pas fini. on en aura pour longtemps. Mais c'est vrai qu'ils se savent et ils savent combien ils sont importants au projet à titre individuel. Et je les remercie beaucoup parce que c'est ce qui nous a permis de construire des programmes qui aujourd'hui ont un impact systémique sur les gens. Aujourd'hui, Banlieue Santé, c'est quoi? Plus de 5000 bénévoles? Ça a Alors, dépassé encore? en fait, il y a les bénévoles effectivement actifs, et il y a les bénévoles qui de temps en temps vont donner un coup de main dans les actions. Et c'est vrai que ce qui a accéléré en fait le développement de Banlieue Santé, c'est la Covid. Quand elle est arrivée. Et c'est vrai que là, on a eu des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, des acteurs associatifs, des gens qui n'avaient pas d'assaut. Et ça a été très fort et incarnant dans la manière dont on voyait les choses. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir les choses seul dans son coin. On l'a dû et on voulait voir les choses avec les personnes du terrain, donc les acteurs de proximité, les habitants, les leaders de proximité. Et pour ne pas les citer, Mousso, Bilali et bien d'autres qui soutiennent nos actions. Et puis nous, on vient en support aussi des leurs pour apporter des projets et autres, et qui, eux, font un travail formidable au quotidien. Et sans le tissu associatif local, tout s'écroule. Et je pense que c'est important aussi qu'on comprenne que les acteurs associatifs de proximité font un travail de fou, et parfois ne demandent rien, des fois n'ont pas d'argent, etc. Et ça peut aller du football club du coin à l'association d'amicales des locataires, à l'association qui s'occupe des chats dans le quartier pour leur donner à manger. Chacun a une capacité d'offrir de la santé. Et donc, nous, c'est ce qu'on vient faire. C'est leur dire, vous êtes en capacité de proposer des solutions de santé. Et on vient démocratiser la santé dans les territoires. On crée des lieux de vie, comme le Café des Femmes. On est en train de déployer des centres de santé et d'autres programmes aujourd'hui en France, mais pas que, au Maroc aussi, puisqu'on a développé un programme de santé assez particulier. On est parti du constat que quand il y a eu le tremblement de terre, beaucoup, effectivement, avaient agi sur l'alimentaire, sur l'hygiène, sur les couvertures, etc. Et nous, on a essayé de comprendre ce qui se passait dans l'urgence, faire avec ce qu'on pouvait et surtout identifier quelque chose qui va impacter durablement les Marocains qu'on voulait identifier dans les villages autour du house. Et là, on est parti avec des femmes qu'on a été voir, identifier, Fatima Zahra et d'autres qui sont des leaders dans leur village. Et on a identifié un certain nombre de femmes qui étaient en capacité de faire des choses. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous auriez besoin. Et donc, en creusant, on voulait faire de la santé. Et le constat, c'est simple, c'est qu'il faut qu'on fasse des hammams. Ok. Voilà. Et ça a été incroyable en termes d'énergie parce que le hammam, c'est culturel. Le hammam, c'est l'hygiène. Le hammam, c'est la santé. Le hammam, c'est un endroit où on peut aussi se raconter, un hammam où on peut s'exprimer. Et en même temps, c'est de la santé parce que c'est de l'hygiène. Et puis aussi, on était confronté à quelque chose, c'est que aussi les femmes en période de menstrues ont besoin aussi, par la suite, pendant la fin de la période, de se laver, d'être propre sur elles-mêmes, de faire un grand bain, etc. Et donc, elles n'avaient plus ça parce que tout s'était écroulé. Et donc, on a remonté des hammams écologiques avec les matériaux du coin. On a fait travailler les femmes, les hommes. Et ça a reconstitué vraiment des familles. Ça a renforcé l'engagement qui était déjà là parce que le Maroc n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin du Maroc. Ok. J'ai une question, je reviens en arrière un petit peu par rapport à la Covid qui a mis un coup de projecteur sur Banlieue Santé, notamment grâce à je sais plus si c'était une application, mais en tout cas, vous avez fait en sorte de traduire les consignes sanitaires en de nombreuses langues, en différents dialectes, Ouais. donc à destination des personnes habitant en banlieue. Et je reviens sur toi. Est-ce que... Donc voilà, tu as eu l'avant-Covid. Tu travaillais déjà. L'organisation était lancée et je suis sûr qu'il y a eu du charbon déjà. Puis tu as eu le Covid qui est venu mettre ça en lumière. Est-ce que tu as pu apercevoir des limites,
en l'occurrence des plafonds de verre, ou du fait d'avoir cette lumière sur toi et cette lumière sur ton organisation, sur tes Mm. organisations, est-ce que tu t'es rendu compte que parce qu'on te voyait, on te freinait un peu plus, ou est-ce qu'au contraire, tout a été ouvert et hop, ça y est, maintenant qu'on a la lumière, on fait ce qu'on veut? Comment tu l'as Ouais. vécu? Bah, avant de parler de ça, je pense que nous, ce qu'on a fait, effectivement, on est parti du constat que tous les Français et les Françaises n'avaient pas le même niveau d'information, de compréhension de l'information de la Covid, la notion distancielle, le lavage des mains, le masque, les horaires, etc. Donc on s'est dit, bah, en fait, il faut identifier un certain nombre de dialectes ou de langues, et on a identifié des professionnels de santé qui ont traduit les messages de santé publique avec un prompt qu'on a mis en place, une stratégie, et après une stratégie de diffusion à travers les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, les communautés, etc. etc., etc. Parce que par exemple, en Seine-Saint-Denis, c'est 140 langues et dialectes parlés différents. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as une population, une frange de la population qui ne va pas tout comprendre. Donc pour nous, c'était important que tout le monde ait accès à la santé et de l'information en santé pour un certain nombre de personnes. Et pourquoi en vidéo? Parce qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, si tu fais des dessins et que tu ne traduis pas ce que tu racontes, ben, c'était compliqué. Donc, effectivement, on a monté une espèce d'application en no-code avec Erwan Kézar, qui est un des anciens cofondateurs de Simplon, qui a monté Contournement, une structure aussi aujourd'hui qui fait du no-code. Et il nous l'a monté en 3-4 jours sans dormir. On est parti de notre constat, on a donné nos idées, notre vision, et lui, il a pu la mettre en place avec une équipe tech assez facilement et rapidement. Et après, on l'a mis à disposition de tous les acteurs associatifs, tous les bénéficiaires, les collectivités qui nous ont sollicités, etc. Maintenant, parler effectivement de ce qui a été difficile à vivre ou pas, est-ce que ça a été une mise en lumière ou pas, bah déjà, on n'était pas prêt à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on était prêt à agir, ça, c'était notre méthode, on savait comment faire, par où passer, la manière dont on voulait passer. Ce qui était prioritaire pour les Français à ce moment-là, c'était l'alimentation, parce que tout était fermé. Manger, c'était une priorité pour les plus vulnérables. Avoir des messages de santé publique, c'était aussi important. Identifier et former les acteurs associatifs qui vont aussi aller au-devant des habitants, ça, c'était pour nous hyper important. Mais on était forcément confronté à d'autres défis. C'est-à-dire qu'il fallait être sur le terrain, il fallait accueillir les médias, il fallait parler à des ministres, il fallait envoyer des messages à des préfets, à des présidents de région, à des ministres, et pour faire entendre notre voix et faire entendre la voix des plus vulnérables surtout. Parce que notre voix, elle compte pas. Celle qui compte, c'est celle des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Et, ben, on avait cette, je dirais, cette capacité à mobiliser et à faire entendre nos messages, mais ça n'a pas été facile tout le temps, je l'avoue. Il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire aujourd'hui parce que, ben, en fait, ça a quand même été difficile à vivre parce que c'est banlieue santé, on est une nouvelle organisation qui sort de nulle part, même si ça faisait quelques années qu'on travaillait dans l'ombre. Banlieue santé a été officiellement créée en 2018, mais officieusement, ça fait des années qu'on travaille sur ces questions-là. On n'a pas eu besoin de créer une RIA pour travailler à faire de la santé dans les quartiers, et pas que, et aussi dans les zones rurales. Donc, ça a été très dur parce qu'on nous a mis des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que bah, tu peux gêner, tu peux mettre en difficulté des gens. En fait, tout un système que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas les codes de tout ça. Et après, tu apprends. Et aujourd'hui, effectivement, on a vachement plus de facilité de travailler avec les institutions publiques, privées, qui ont compris la manière dont on fonctionne, qui est une méthode assez agile et particulière sur les enjeux aujourd'hui des inégalités sociales. Mais je pense que pour quelqu'un qui est hypersensible comme moi, ça a été extrêmement difficile à vivre. Parfois, tu as envie de tout lâcher, et parfois, tu te dis pourquoi, etc. Et pourquoi toutes ces difficultés, et pourquoi on ne veut pas de moi, et pourquoi. Et en fait, je me suis arrêté de dire pourquoi, parce que si je continue à dire pourquoi, en fait, tu fais rien. Donc, je fais, et puis on verra. Faire t'appartient, le résultat ne t'appartient pas. C'est ce qu'on a décidé de faire et de mettre en place. Et ça a été plus facile à vivre, même si ben forcément,
quand tu te dis que tu es en train de faire des choses et que tu es en train d'aider des gens en difficulté, ben, tu n'as pas envie d'être, je dirais, ralenti, mis en difficulté. C'est quand tu dis qu'on a essayé de te mettre des. Alors, tu me dis hein, s'il y a des sujets que, Bien sûr, parce que non, je les couperai au montage. Hein, pas de souci. Non, parce qu'en fait, du coup, ça m'intrigue parce que je sais que. euh, donc, moi, je suis du milieu de l'entrepreneuriat pur et dur, business. Donc, tu croises des requins sur la route, tu croises des gens. Voilà, c'est normal, ça fait partie. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, tu tombes forcément sur des gens qui sont pas toujours bien intentionnés. Donc, ça va, c'est pas grave. Toi. En tout cas, dans le cadre de cette organisation et de tes autres organisations, tu es dans le milieu associatif. En tout cas, tu as l'ambition d'aider et d'avoir un impact social. Quel type de bâton on peut mettre dans les roues d'une organisation comme celle-ci? Et pourquoi, moi, ça qui me. Tu vois? Je crois que faire des affaires, c'est plus facile. Plus que de faire quelque chose d'intérêt général et d'utilité publique ou désintéressé. Parce que ce n'est pas les mêmes enjeux. Parce que ce n'est pas les mêmes publics. Les affaires restent les affaires, mais les enjeux aujourd'hui sociétaux qu'on essaie de porter sont des enjeux où en fait tu mets en lumière aussi des choses, tu vois. Tu mets en lumière des difficultés, tu mets en lumière beaucoup de choses. Donc nous, notre enjeu, c'est pas de dire qui a mal fait, qui a bien fait. On a toujours été dans OK. On a constaté que les gens vont pas bien, ils n'ont pas accès à la santé. Après, tu vois, attends, on a constaté, on fait. On reste, on se regarde dans les yeux. En fait, l'idée, nous, ça n'a jamais été de dire telle organisation, tel organisme n'a pas fait son travail. C'est pas à moi de le faire. Chacun est libre et chacun a des responsabilités à prendre. Moi, les miennes, c'était de dire, j'ai en face de moi une initiative, j'ai en face de moi des habitants, des acteurs associatifs, des gens qui ont envie de faire, faisons avec ceux qui veulent faire. Ceux qui ne veulent pas faire, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, on a eu des gens qui ne voulaient pas faire avec nous, qui aujourd'hui font avec nous. Donc, en fait, le schéma, c'était de patienter et puis surtout d'agir quand même, malgré les difficultés. Et tu as raison, dans le monde, finalement, du social, du solidaire, de la santé, tout ce qu'on appelle le dévouement, la dévotion à l'autre, ne mérite pas d'être en difficulté, mais je pense que ça fait partie de ça. J'ai accepté une forme de destin que, en fait, quand tu vas pouvoir être utile aux gens, ça te permet aussi de revoir aussi une forme d'intentionnalité de ce que tu fais, le pourquoi, avec qui, et le comment, etc. Donc, en vrai, aujourd'hui, merci. Tu vois, merci à tous ceux qui nous ont dit non, merci à tous ceux qui nous ont mis bâton dans les roues, ceux qui nous ont aidés surtout, merci encore. Et puis on avance, quoi. Parce que finalement, en gros, ce que je comprends, moi, de ce que tu évoques, c'est que quand tu fais de l'associatif, quand tu fais de l'impact, tu joues sur le terrain de la politique aussi. Contrairement à quand tu fais un business pur et dur, tant que tu respectes les lois du pays où tu t'installes, tu fais de l'argent, tu n'es pas sur les mêmes logiques. Mais j'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'entends, hein, je suis peut-être un peu naïf aussi, mais quand tu dis que le fait que vous fassiez, finalement, comme tu fais, tu règles un problème. Donc tu disais tout à l'heure que ça met en avant aussi les personnes qui ne l'ont pas réglé. Et souvent, les personnes qui ne l'ont pas réglé, c'est les personnes qui sont, je ne vais pas dire forcément à la tête du pays, mais en tout cas, voilà, je ne connais pas toutes les strates de la politique, mais quand tu arrives dans une ville, que tu règles un problème de santé dans une ville, ça veut dire que potentiellement, les personnes qui étaient en charge de cette problématique-là, ils étaient où avant? Tu vois ce que je veux dire? Parfois, je ne pense même pas que les gens ils n'étaient pas là. C'est que parfois, ils ne savent pas faire. Okay. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de ne pas savoir faire. Moi, avec mes équipes, tout le temps, on se dit il faut avoir l'humilité de ne pas savoir faire. On ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Mais on va y trouver les compétences. Et je pense que c'est aussi ça dans l'engagement, c'est vraiment faire. Il n'y a personne qui t'interdira, il faut le faire. Par contre, le résultat, il ne t'appartient pas. Et donc, je pense que l'humilité de ne pas savoir faire, c'est dire je vais m'entourer des gens, des meilleurs pour faire. Et après, bien sûr, on verra ce qu'il adviendra. Donc, donc moi, si je dois réinterpréter un peu ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est que je reviens sur la thématique plafond de verre toujours. C'est qu'en gros, il se peut que parfois on souhaite faire et quand on ne connaît pas où est-ce qu'on met les pieds, on se retrouve face à d'autres acteurs qui, eux, soit ne veulent pas faire, soit ne veulent pas faire avec toi. Et soit, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ego dans tous ces milieux-là, tu vois, j'ai pas beaucoup fait d'associatif, j'en ai quasiment pas fait. J'ai côtoyé pas mal de gens dans l'associatif et j'ai l'impression que c'est un peu chacun tire la couverture à soi, tu vois. Et donc, quand tu tombes dans ce genre de milieu-là, finalement, le premier plafond de verre, il vient de la relation entre les autres et de notre capacité à mettre son ego de côté
pour s'unir autour de la problématique à régler. Est-ce que tu confirmes ça ou pas du tout? Ouais, et puis c'est surtout pas toi qui dois exister. Hmm. C'est ton bénéficiaire final, la personne que tu veux accompagner, le projet que tu veux faire. Que ce soit entretenir la forêt, s'occuper des animaux ou de personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, c'est eux la priorité. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que la plus grande difficulté de gens qui veulent faire, c'est comment aussi tu mets ta personne de côté. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce que ben, tout le monde te sollicite toi en tant que personne. Ils veulent que tu prennes la parole, que tu racontes, que tu dises. Et à un moment, en fait, soit ben, tu penses que c'est toi qui fais tout, soit tu te dis non, attends, faut que je m'arrête un peu là. C'est pas moi qui fais. Moi, je fais ce que je peux et le résultat ne m'appartient pas. Et donc, c'est un ensemble de choses qui font le résultat de ce qui existe. Même le bénéficiaire, il est dans cette équation, tu vois. Parce que sans le bénéficiaire, tu peux vouloir faire ce que tu veux, il n'y a personne en face. Tu ne produis rien. Donc, malheureusement, il y a des gens qui sont en situation de vulnérabilité et qu'il faut accompagner. Donc, il faut avoir la solution. Et donc, ça demande un certain nombre de choses et de personnes autour de la table qui ont effectivement parfois des égos, des enjeux, ma place, mon poste, mon statut. Et ça, ben, il faut savoir avoir des subtilités, une intuition. Et sincèrement, je me suis beaucoup trompé, mais aussi, je me suis pas. Il y a beaucoup de choses où je me suis pas trompé, mais bien sûr parce que j'ai aussi, je dirais, la lumière des équipes qui me permettent cela. Parce que quand tu es dans une dévotion ou une envie d'être aux côtés des plus vulnérables, tu peux perdre je dirais, ta capacité rationnelle à réfléchir. Tu vas faire beaucoup parler ton émotion, mais ton émotion, des fois, elle va créer un problème. Tu vois. Souvent, moi, je dis, l'action associative, elle peut hyper vulnérabiliser quelqu'un en situation de vulnérabilité. Tu vas l'aider, tu vas tout faire pour l'aider, mais le jour où tu ne peux plus l'aider, bah, tu l'as tellement aidé, rendu dépendant de ton aide, le jour où tu pars, bah, ça se casse la figure pour lui. Donc, c'est ça aussi, c'est comment on arrive à faire en sorte de rendre les gens capables par eux-mêmes d'être acteurs de leur propre santé, leur propre vie, pour après eux aussi devenir non plus bénéficiaires, mais acteurs de quelque chose dans leur territoire. Et est-ce que c'est ce qui fait que derrière banlieue santé, tu crées banlieue school, banlieue climat? Parce que si je suis la logique, tu vas me dire, hein, si je suis complètement côté de la plaque, je vais le dire avec ma compréhension. Tu as banlieue santé, donc on travaille sur la santé des bénéficiaires. Ces bénéficiaires-là, pour les rendre acteurs de leur propre impact, Mm. on a banlieue school. Et par le biais de banlieue school, on inculque aussi certaines valeurs, certaines notions nécessaires, dont potentiellement la protection du climat. Et en fait, tout ça, j'ai l'impression que ça crée un peu un écosystème où tu vas avoir la possibilité de vraiment multiplier ton impact par le biais Ouais. des personnes que tu aides en fait à la base. En fait, moi, j'ai fonctionné avec une réflexion qui est de dire on ne peut pas accompagner les patients ou les personnes en situation de vulnérabilité sous forme de silo, tu vois. Je pense qu'il faut avoir une vision transverse de l'accompagnement, que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement, demain, le sport, la question du droit, etc., qui aujourd'hui ont besoin. Et donc, effectivement, la vision très holistique de la santé, elle est là. Elle est dans ce qu'on entend, c'est-à-dire que ben, l'école, c'est la santé, l'environnement, c'est de la santé, la culture, c'est de la santé, manger, c'est de la santé. Le premier déterminant social de santé, c'est l'alimentation. Ce qu'il y a dans ton assiette va dire ce que tu vas devenir dans 10 ans, dans 50 ans. Le sport, c'est de la santé, le droit, c'est de la santé, l'argent, c'est de la santé, l'emploi, la formation, c'est de la santé. Donc tout ça, quand on les a mis en perspective et qu'on se dit, waouh, ça existe, eh ben, on a une vision très holistique de la santé. Et donc, il faut créer d'autres organisations pour aussi répondre à des enjeux en fait, d'inégalité sociale, éducative, environnementale, etc., etc. Donc, bien entendu, ce sont des organisations toutes indépendantes. Elles ont toutes des statuts indépendants. Elles sont avec leur propre conseil d'administration, leurs propres équipes, leur propre vision et parfois leur propre réussite et parfois leur propre défaite, mais avec quand même cette approche qui est de dire il faut accompagner les patients ou les personnes en situation de vulnérabilité dans leur globalité pour avoir une action beaucoup plus pérenne et donner un peu un espèce de couteau suisse des réponses aux inégalités sociales. On disait que, tu sais, à un moment donné,
à force d'être sollicité, tu prends la parole, tu représentes tes organisations. Donc, bon, tu connais mon métier, moi je suis dans le personal branding, donc c'est quelque chose qui me fascine et j'aime l'idée de pouvoir transmettre les valeurs de ces organisations, entreprises à travers sa propre image parce que on représente toujours très bien et surtout quand on est sincère et qu'on a fait les choses avec authenticité, généralement ton projet il vient de toi. Et quand on regarde ce que tu as vécu, de ton accident à tes 6 ans jusqu'à aujourd'hui, finalement, on peut dire que c'était ton destin de créer Banlieue Santé, tu vois, et d'avoir un impact sur la santé à échelle globale et de manière holistique. Est-ce que parfois tu as l'impression de te perdre à travers ça, d'être à force d'être appelé sur les plateaux, tu vois, là tu es dans mon podcast, mais je sais que tu es sollicité par plein de médias, etc. Est-ce que tu as l'impression de te perdre dans ça et de te dire waouh, est-ce que vraiment c'est pour moi de me montrer? En fait, il y a des doutes qui surviennent et qui arrivent parfois et qui sont bien pour soi parce que ça permet en fait de remettre de l'intention à ce que tu fais et de la faire comme tu voulais la faire, c'est-à-dire être utile aux gens. Euh, et ouais, et puis aussi parce que quand tu es appelé une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois et qu'on dit que tu es le meilleur, en fait, tu peux y croire, tu vois. Et donc, tu peux jouer ce rôle et croire que tu es le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser qu'on n'est pas le meilleur. Ça veut juste dire qu'il faut avoir cette humilité, encore une fois, que ça peut se transformer en quelque chose qui est beaucoup trop personnifié sur soi-même et sa personne. Et en fait, ça tourne que autour de ta personne. Et le jour où toi, tu pars, le projet s'arrête. Moi, j'ai voulu plutôt avoir une action en disant il faut que je crée quelque chose avec mes équipes qui ne m'appartiennent pas et qui surtout me dépasse moi-même pour que le jour où je parte, que ce soit de cette terre ou que je parte du projet, le projet continue à vivre sans moi. Et c'est une grande difficulté quand, au début, c'est toi qu'on a mis en avant le projet. Et donc, il y a aussi cette transition qui doit se faire, qui est un peu douloureuse pour soi-même, parce que on a l'impression de perdre un peu de soi, un peu du projet, etc. Et puis aussi, les médias t'appellent, les journalistes, les décideurs économiques, politiques, les gens du 440, les ministères, les directeurs de cabinet du gouvernement, plein de choses qui peuvent aujourd'hui t'appeler tous les jours. Et en fait, tu peux croire que tu es quelqu'un D'important. voilà, d'important. Et les gens importants, c'est pas moi, c'est les gens qu'on accompagne. Et ça, ça a de la valeur. Et c'est un combat que tu mènes intérieurement souvent ou c'est quelque chose que tu arrives facilement à recentrer quand les doutes te viennent? Quand je prenais pas conscience de cela, parce que j'étais dans le flux de la lumière, des médias et tout, j'avais pas cette conscience, tu vois. J'ai pris du recul, un peu plus de sagesse, un peu plus de compréhension aussi de ce qui m'entoure, chose que je n'avais pas il y a 6 ans. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus ce recul et cette vision globale de qu'est-ce qui se passe, qui sont les personnes, même si j'apprends tous les jours à apprendre des autres. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement difficile à vivre quand j'ai pris conscience que je pensais être le centre du monde, voire celui qui a la solution à tout, tu vois. Donc, ouais, je pense que la remise en question et la remise en intention de ce que tu fais de positif pour essayer d'être le plus dans la dévotion et dans quelque chose qui soit en phase avec toi, ça a été très difficile à mettre en place parce que c'est un changement radical où le jour au lendemain, tu n'es plus celui qu'on appelle, mais on parle de l'association et de l'organisation et de leur projet surtout. Et ça, tu prends un coup dans ton ego, tu prends un coup dans ta personne, tu as l'impression d'être celui qui n'existe plus, parce que c'est la société qui veut ça. Elle veut faire de toi un objet marketing. Donc, comment tu sors de ça et comment tu ne deviens pas un objet de marketing, mais comment tu crées quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée, qui est une valeur humaine. Et ça, c'est aussi par le fait que tes équipes vont après le mettre en place au service des bénéficiaires. Tu t'es soigné un peu de ça? Ouais, je pense que j'ai mis en place une thérapie. Franchement. Tu as suivi une thérapie, je veux dire, tu as suivi thérapeutiquement, tu veux dire? Parce qu'en fait, à un moment, tu peux vriller, en fait.
tu peux faire du mal. Et je profite de ce podcast pour dire que à toutes celles et ceux à qui j'ai pu faire du mal, je m'en excuse parce que ça n'a jamais été une volonté personnelle. Je sais qui je suis, d'où je viens, qui m'a éduqué. Et pour tous ceux qui pensent que je leur ai fait un tort, quel qu'il soit, pardonnez-moi et j'espère qu'ils l'entendront parce que ça n'a jamais été quelque chose de volontaire, mais plutôt de maladroit de ma part, aussi parce que je pense qu'un être humain, il a toute cette complexité et il vit des choses à l'intérieur de soi-même qui sont très difficiles à vivre. On n'est pas prêt pour tout ça. Moi, j'étais pas prêt pour ça. J'ai pas été formé pour ça. J'ai pas été éduqué à cela. Et donc, ça a été très difficile à vivre parce que je me suis toujours souhaité de ne jamais faire de mal à qui que ce soit ou de ne jamais mettre de côté qui que ce soit. Tu vois, je culpabilise quand quelqu'un me demande quelque chose et que je ne peux pas répondre. Maintenant, j'ai pris sur moi et j'ai aussi pris du recul en disant dire non, c'est rendre service à l'autre et à soi-même surtout, tu vois. Ok. Ça me permet une transition, peut-être sur la fin du podcast, parce que j'ai abordé un sujet qui me tient à cœur, c'est la santé mentale. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu as été un enfant et que tu es un garçon et un homme plutôt particulier, hypersensible. Tu as parlé d'hypersensibilité. Là, tu as parlé de vriller. Donc, ça me fait référence à la santé mentale. Tu sais à quel point j'affectionne particulièrement le sujet de la neuroatypie, du TDAH, de tout ce qui va avec tout ce qui constitue un peu la particularité de personnes qui sont pas forcément. Tu as parlé d'être incompris par la société, par l'école. Je suis 100% là-dedans. Je m'identifie à fond à cette description que tu as fait. Est-ce que tu te ranges dans une de ces cases, bien qu'on déteste être rangé dans des cases, généralement les gens comme nous, mais est-ce que tu te considères porter une de ces étiquettes liées à la neuroatypie? Ouais, alors moi je suis pas à la base dyslexique, dysorthographique, hyperactif. Je parais posé comme ça, mais j'ai 1000 idées à l'heure et je suis un hyperactif. D'où les multiples projets d'ailleurs. Voilà, les multiples projets, mais pas que, mais parce qu'il y a aussi une envie surtout. Je pense que tu vois, tu peux parfois être assez atypique et pas forcément faire plein de choses. Et aussi parce qu'en fait, la société nous a fait croire que l'intelligence, c'était l'intelligence scolaire et qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres intelligences comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence affective, l'intelligence de l'âme, qui sont d'autres intelligences qui sont spécifiques à soi-même. Et puis en même temps, j'ai mis très longtemps à prendre conscience de certaines choses et aussi même d'aller voir des spécialistes, pas parce que j'avais envie d'être dans une case, mais j'avais besoin de comprendre des choses, tu vois. Et notamment aller voir une psychologue pour savoir qui j'étais sur mon personnage et aussi est-ce qu'il y a des choses que je dois comprendre de moi-même. Donc effectivement, j'ai été diagnostiqué HPI comme beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Non pas parce que j'avais envie d'être dans cette case-là, mais parce que en fait, mon hypersensibilité, elle était exacerbée sur moi-même. Et en fait, elle me faisait du tort à moi-même, tu vois. Et donc, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Donc, je l'ai compris très tard, à plus de 35 ans, que je faisais partie de cette case-là. Et donc, c'est assez difficile d'être compris parfois par les êtres humains, parfois même soi-même, dans des situations complexes. Et voilà. Et donc, j'ai vu cette psychologue. J'ai commencé aussi, depuis quelques semaines, une thérapie parce que j'avais aussi de comprendre des choses sur moi-même et de mieux sentir d'autres choses. Et j'ai pas du tout envie de faire une partie d'une case. J'ai envie d'être moi-même, toujours ce fils de berger et de bergère auquel je suis très attaché, et leurs valeurs intrinsèquement, qui sont l'humilité, l'amour pour l'autre, la bienveillance, la sincérité, la foi et plein d'autres choses. Donc, c'est un mélange de tout ça qui me plaît, qui sont aussi des notions qui sont pour moi le plus important, c'est la notion immatérielle de la chose, plus que matérielle, quoi. Et ça, le détachement de soi, c'est très difficile parce qu'on est des êtres humains et on est très attaché à beaucoup de choses qui sont matérielles et qui peuvent nous faire défaut parce qu'en fait, on est fragile. Je trouve que c'est une belle fin. Une dernière chose.
pour toutes ces personnes qui nous regardent, qui voient en toi probablement un modèle, et qui ont malheureusement conscience de leur plafond de verre, ont du mal à les dépasser. Qu'est-ce que tu leur recommandes pour pouvoir briser ces plafonds de verre-là? Je pense d'avoir la foi de choses qui sont immatérielles et qu'elles s'attacher, s'attacher aux valeurs, à être utile, s'attacher à... Et en fait, tout va s'ouvrir. Je pense que la notion d'être utile aux autres, la notion de solidarité, l'amour pour l'autre, l'envie d'être utile à l'autre, ben en fait, c'est quelque chose qui t'ouvre des portes qui sont vraiment incroyables et qui te permettent finalement d'être serein et de ne pas vivre dans une forme, et je prends des guillemets parce que je sais que c'est un sujet qui t'interpelle, la bipolarité et d'autres choses, ou une schizophrénie. Moi, j'ai un frère qui est SDF et qui vit dans la rue depuis 15 ans. Et donc, sans manquer de respect à tout cela et en étant hyper bienveillant à leur égard, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de sa santé mentale, mais surtout de sa santé du cœur. C'est ce qui te permet en fait de vraiment vivre les choses avec apaisement. C'est parfait pour terminer. Merci Abdelali d'être passé. Et puis Inch'Allah, il y aura un deuxième épisode quand tu repasseras à Marrakech. Avec grand plaisir. On verra les évolutions et puis ravi de pouvoir t'accueillir dans le podcast Le Plafond de Verre. Merci à vous, merci à Podlab, merci à toute l'équipe et bravo pour ce que vous faites. Merci, Wafik.